aux intervenants, on a des protecteurs de protection pour parler. Du coup, au moment où vous parlez, vous pouvez vous enlever le masque. Je vais remettre tout de suite. Et là, voici, on est à la 31e rencontre de Agora Europe. L'événement d'aujourd'hui s'appelle Est-ce que l'eau est une frontière? On va parler de l'eau en tant que frontière de 4 points de vue différents, donc l'environnement, la migration, la culture et les activités aquatiques. On est dans le centre, dans le CMHD, les clubs maritimes d'Anda et Chingoudi. Je suis accompagnée par la présidente de l'équipe voile, Frédéric Duval. Et ça, c'est une idée de Catherine Doman, de la librairie Ulysse, qui va bientôt nous rejoindre. On a une quinzaine de participants. On va aussi lire de public statements de personnes qui ne peuvent pas être là en ce moment. L'événement va se dérouler en français et en espagnol. Voilà. Et je voudrais remercier tous les partenaires de cet événement. Vous pouvez entendre? C'est bon? Okay. Donc, Frédéric Duval de CMHT, ensuite la ville d'Andaï, ensuite Columbia University Committee on Forced Migration and the Alliance Program, Studio Europa Maastricht de l'Université de Maastricht, Andaï et Pedro qui a réalisé avec une photo d'Andaï de 1940 l'affiche, la librairie Ulysse de nouveau, Catherine Domaine, la Fondation Pyrénées Agricole Pyrénées-Gascogne, l'école de surf Andaya, avec Manège Frédéric qui va nous rejoindre, l'AUPH, l'Association des usagers du port d'Andaï, et Michel notamment, le réseau d'accueil d'Irun, l'association SOS Racismo, SMH, Salvamento Marittimo Humanitario Laita Mari, Mediterranean Saving Humans, Anne-Marie-Ionio, Baobab Experience, Sea-Watch 4, et je pense qu'on a plus ou moins terminé. Donc, comment cette rencontre va se dérouler? Comme je vous disais, on va parler de l'eau des 4 points de vue différents. Bienvenue. Et on y est arrivé. On ne va pas l'utiliser par section, donc on ne va pas justement parler de l'environnement et ensuite des sports aquatiques, etc. On va essayer de partager nos expertises et nos expériences de 4 points de vue différents en créant un dialogue, notamment parmi ces 4 points de vue différents. Chaque 3 ou 4 interventions, on va donner la parole aussi au public. Donc, si vous voulez partager des informations avec nous, poser des questions, etc., on est là pour ça, pour partager ensemble et réfléchir ensemble. Voilà. Bon, je donnerai la parole à Frédéric Duval, aussi pour nous accueillir au CMHT. Et ensuite, je vais lire la proposition d'Étienne Balibar, qui est cofondateur de la Agora Europe. Merci Katharina, bonjour à tous, bienvenue au CMHT. Donc, moi je m'appelle Frédéric Duval, je suis présidente de la section voile, co-présidente, on est 3. Et je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans notre sein. Voilà, je suis très contente d'accueillir un événement international et surtout qui concerne l'eau et tout notre environnement en général, surtout la frontière, etc. Sujet très intéressant aujourd'hui qui nous concerne tous. Et bon, moi j'ai un point de vue sur différents domaines que je vous exprimerai en dernier, je pense. Je vais laisser la parole d'abord aux intervenants et j'espère que vous allez passer un bon moment. Merci. Là, c'est Michel. Bonsoir à tous. Bon, je me présente, je suis Michel Lonjou. J'anime avec mon ami Pierre Lecomte l'association des usagers du port. Je rentre dans le créneau activité nautique et je vais vous parler du point de vue des plaisanciers, bien sûr, de la frontière et de l'eau. Alors, je voulais vous parler de l'eau et de la frontière et clôturer par une petite histoire qui illustre mes propos. Et là, bon, j'ai envie de faire le contraire, pas être trop sérieux. Alors, je vais vous raconter l'histoire et ensuite je vous parlerai, pour terminer, de l'eau et de la frontière. Alors, ma petite histoire, elle démarre, c'est une histoire vraie, qui démarre à Andaï, il y a 3 ans. J'avais un ami plaisancier, je vais faire vite, il décide de faire le tour du monde sur son voilier. Katharina, tu le connais, il s'appelle Francis Colomb.
il est parti en solitaire, mais il avait pris son chat qui s'appelle le Navi, et il est parti faire son tour du monde avec plus ou moins de péripéties. Il a fait une halte au Cap-Vert, une autre halte au Brésil, et puis à l'approche de la Nouvelle-Zélande, déjà il avait fait la moitié du tour de la Terre, hein. À l'approche de la Nouvelle-Zélande, il a un problème, je ne me rappelle plus très bien ce que c'était, technique. Il était dans la tempête, il demande à un port de l'accueillir. Le port refuse. Ils ne veulent pas le prendre. Alors il décide de continuer d'aller à un autre port. Entre-temps, il s'endort, son bateau va cogner une falaise. Bon, c'était sans doute pas trop grave, il a continué. Et il est rentré dans un port de la Nouvelle-Zélande. Et là, il s'est rendu compte qu'il venait de franchir une frontière. Parce qu'on a mis son chat en quarantaine. La réglementation de la Nouvelle-Zélande, comme il n'avait pas tous les certificats, les vaccins voulus, ils l'ont mis en quarantaine, ils l'ont enfermé dans une cage, ils l'ont enfermé dans une pièce. Et il avait le droit de le voir que pour 2 heures par jour. C'est tout. Alors ce pauvre chat qui avait fait tout le tour la moitié du tour de la Terre, et là, Francis, donc, a passé un mauvais moment parce qu'il était séparé de son ami. Il est reparti et il a fait le tour du monde. Alors, de cette histoire, qu'est-ce que j'en tire comme leçon? D'abord, l'eau, pour nous c'est la mer, pour les plaisanciers. Et la mer, c'est un espace de liberté, puisqu'il n'avait, sur la mer, il n'y avait que des problèmes techniques, mais il était libre. Et il avait fait déjà la moitié du tour du monde, avant de se rendre compte que la frontière, c'était la terre. Et tous les pays se sont entourés de frontières, alors pour des raisons diverses, essentiellement pour des raisons de sécurité sanitaire que l'on vit en ce moment, pour des raisons de protection économique, pour des raisons de guerre, de protection de cours. Et là, c'est la frontière. Là, il s'est rendu compte de ce que c'était que la frontière. Par contre, je répète, la mer, c'est un espace de liberté. Et comme disait Baudelaire, tous les hommes libres chériront la mer. Voilà ce que j'avais à dire. L'eau, c'est la liberté, c'est la mer. L'eau qui couvre quand même les 3/4 de la planète. Notre planète qui est la planète bleue, et qui est maintenant mal nommée, puisque les 3/4 de la planète, c'est de l'eau, on devrait l'appeler la mer, pas la terre. Voilà, c'est terminé. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas l'espagnol. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas l'espagnol. Bon, je parlerai en français, mais c'est difficile. Bonsoir. Moi, je suis Jonathan Guren, je travaille à l'association Irungo Arreras Area, ça veut dire réseau d'accueil du Boom. Nous sommes là depuis des années, que nous sommes là à côté Irun. Nous avons commencé notre existence, nous avons commencé à exister au mois d'août de 2018, quand nous avons trouvé qu'il y avait des personnes migrantes qui ne pouvaient pas dépasser la frontière parce que la police française les arrêtait et les retournait à l'Espagne. Alors c'est là que nous sommes apparus, et jusqu'à présent que nous continuons à faire le même travail que nous faisions, bueno, pas le même, parce que dans les premiers mois de notre, de notre apparition, et on faisait beaucoup de choses. On devait donner de manger, de dîner, de petit déjeuner, de dormir, de se laver, à peu près 50-60 personnes tous les jours. Et on n'était pas préparé pour ça. Il n'existait rien là, côté Irun, à propos de ça.
les institutions aussi, elles savaient rien préparer, il n'y avait rien, alors ils devaient dormir à la rue. Alors, on a fait beaucoup de choses pendant les premiers mois parce que les dispositifs que le gouvernement arrivait à mettre en place, toujours il était peu, toujours peu. Ça, on a commencé avec 25 places pour les migrants qui étaient à Irun, après 40, après 50, après ça, jusqu'à 100 places. Et là, ça a commencé à marcher un peu mieux que dans les premiers mois. Mais pour arriver à faire ça, ils ont eu besoin de 4 mois. Et par contre, pendant tous ces 4 mois, c'est la société civile d'Irun qui a pris à son charge de cubrir las necesidades básicas de cubrir las necesidades básicas, je ne sais pas comment je dis en français, les plus nécessaires, manger, dormir, se laver, tout ça, c'était les ressources qui arrivaient à le faire. Dans ces premiers 6-8 mois, jusqu'au mois de janvier, on a connu à peu près 12 000 migrants qui ont dépassé la frontière, que nous avons connus, on sait qu'il y était plus. Et leur problème était de passer une rivière. Ça, c'était leur problème. Une fois, c'est l'eau qui était là. Et tous nous connaissons bien ici la rivière ou la frontière entre Irun et Panday. Et on sait qu'il n'y a que des ponts pour dépasser la frontière. Alors toujours, ils ont le problème de pour continuer son voyage et de passer la rivière. Maintenant, à ce moment, il a descendu beaucoup l'arrivée des personnes migrantes. Le mois dernier, au mois de juillet, on arrivait 800 personnes. Et ce mois d'août, à peu près, on fera 500, 600 personnes qui arriveront à Irun et continueront normalement vers la France, vers Paris, vers le nord. Aussi, sa prochaine étape, quand ils partent d'Irun, c'est arriver à Bayonne. Et là, à Bayonne aussi, on utilise une autre fois la rivière comme référence pour arriver là où il y a une auberge pour eux. C'est du côté de la rivière. Alors, on utilise une autre fois une rivière pour les signaler où ils doivent arriver. Et ça, c'est un peu que nous faisons, aider à dépasser avec des renseignements. Seulement, après, il y a d'autres histoires, mais ce que nous faisons, c'est de les accueillir quand ils arrivent à Irun. Ils arrivent normalement sans savoir bien qu'est-ce qu'il y a à Irun. À Irun, il y a une auberge pour eux, mais ils ne les connaissent pas, alors on les accompagne. Après, le jour après, on les indique quelles sont les lignes, où est la frontière. On les explique où est la frontière et comment est-ce qu'il peut arriver à Bayonne. Et c'est ça que maintenant on continue à faire. Toujours nous sommes à la place d'Irun, en face de la mairie, à 10h du matin. Et c'est là que nous faisons et que nous avons notre relation avec l'eau. Oui. C'est tout. Eh bien, je me présente, je suis Peyo Ayerbe, je suis coordinateur de SES Racisme et SOS Rasaqueria. Je vais lire ma petite intervention. La mer est-elle une frontière? C'est une question récurrente de la tragédie qui se déroule en Méditerranée. Aujourd'hui, il est devenu le plus grand cimetière à ciel ouvert de la planète. Et cela n'a pas été son rôle à travers l'histoire. Ce sont les politiques des pays de l'Union européenne qui sont responsables de ces crimes massifs. Des dizaines de milliers de décès évitables, mais négligés car considérés dans une catégorie inférieure. C'est la continuation des politiques coloniales. Et cela implique le déni des principes fondamentaux sur lesquels repose la création de l'Union européenne. L'immigration a été configurée comme une menace contre laquelle déployer toutes sortes de moyens
législatives, policières et militaires. Les obligations de sauvetage maritime établies par les droits internationaux de la mer, ainsi que celles découlant de la protection des réfugiés, sont violées. Ces derniers temps, ce thème apparaît également dans la Manche, dans la tentative d'atteindre les côtes britanniques. Non, la mer n'est pas une frontière. Dans l'histoire de l'humanité, il a été utilisé pour se déplacer vers d'autres terres, pour le commerce, pour fournir des poissons. Les pêcheurs passent ont labouré la mer pendant des siècles, atteignant les côtes du Canada. C'était un territoire libre dans lequel des conflits se développaient également entre les mains de divers États, rois et pirates de toutes sortes. C'était aussi les moyens utilisés par les puissances coloniales pour atteindre de nouveaux territoires, les coloniser, transporter les richesses qu'ils pillaient vers la métropole et jouer le rôle de la vedette dans les terribles traites des esclaves. Et après avoir joué dans cette histoire coloniale encore très récente, ce sont ces mêmes pays qui transforment désormais la mer en frontière pour empêcher les descendants de ceux qu'ils sont asservis au cours des siècles passés de les atteindre, ce qui en fait une menace. Une menace. Ils ont le courage de dire ainsi les mêmes pays qui constituaient une réelle menace pour les populations de ces pays, qu'ils étaient dans le passé et qu'ils continuent de l'être aujourd'hui. Et pour empêcher leur arrivée, ils ont développé tout un arsenal de mesures dont le résultat n'est pas d'empêcher ces personnes d'arriver, car on ne peut pas mettre les portes sur le terrain. Le résultat est la mort de dizaines de milliers de personnes, la militarisation de ces espaces, le vidage des principes de base de l'état de droit, le silence complice d'une partie importante de la société et la croissance de l'extrême droite. Il faut retrouver la dimension de la mer comme espace de transit, de relations économiques et sociales, d'échanges et de métissage. Et le moyen de le faire est de lutter dans notre pays pour le respect des droits de tous, de lutter contre les inégalités internes et la configuration d'une dualité qui établit des citoyens de première classe et des citoyens de seconde classe. Ce que Étienne Balibar appelle des frontières antérieures de la démocratie. Et faites-les en combinant et en coordonnant les efforts des entités qui lui sont dédiées dans les différents pays, laissant sans effet également entre nous les frontières dans sa notion de barrières et récupérant la fonction des contacts et des proximités. C'est tout. Itsasoa guztiona da, euskaraz esaten da, la mer appartient à tous. Je voulais justement lire le texte d'Étienne Balibar, qu'Étienne Balibar a préparé pour ouvrir cette conférence, enfin cette petite rencontre. Mais avant de faire ça, est-ce que quelqu'un parmi le public, ou ici assis à cette table, a des questions? Ou quelque chose à dire? Une réponse à ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant? C'est bon. Pour le moment, c'est bon? Ok. Bon, alors, je vais lire le texte d'Étienne Balibar avant de faire ça. Étienne Balibar, il est cofondateur avec moi et 30 autres partenaires de Agora Europe, de cette association qui a son siège ici à la mairie d'Hendaye.
Et il faut dire justement que, comme le public qui nous voit sur Facebook a vu, on est face à la frontière, en fait, ici. On est en France, mais on regarde face à nous de cette petite salle magnifique du CMHT, la frontière basse, donc la frontière avec l'Espagne. Et c'est ici qu'on a enregistré l'association Agora Europe. Etienne Balibar était l'un des membres fondateurs. Il est professeur à Columbia, elle était professeur à l'université de Nanterre. Il n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui, mais il voulait quand même laisser un message. Donc Agora Europe est né en 2018 et justement notre enjeu c'est celui de faire ces genres de rencontres avec les citoyens et avec des partenaires différents, donc du monde académique, du monde des associations, du monde, enfin, des journalistes, des représentants politiques, etc. Et justement de créer des ponts, et de trouver des manières de dialoguer tous ensemble. Donc je vais lire le texte d'Étienne. Etienne Balibar, philosophe. Aux participants du rassemblement Est-ce que l'eau est une frontière organisé par Agora Europe à la mairie d'Hendaye, 29 août 2020. Je suis profondément heureux de pouvoir intervenir un instant par les truchements de Caterina Di Fazio dans le cadre de votre belle initiative à laquelle je souhaite un plein succès porteur d'espérance et de résolution. Naturellement, il aurait été encore mieux, plus agréable, plus évocateur de ce qui nous unit, de pouvoir faire physiquement le déplacement et d'être avec vous ici, face à la mer et face à la frontière en fait. Nous vivons des temps étranges où le déplacement des êtres humains, plus vital que jamais, fait l'objet d'interdictions et d'empêchements de toutes sortes. Certains se justifient, d'autres sont plus aberrants que jamais, au point de vue des libertés comme des intérêts communs. Raison de plus pour insister dans la réflexion et dans l'action. L'eau de fleuves, des lacs, de mer, des océans est la condition même de notre vie. Nous l'avions parfois oublié, et les deux réalités écologiques sont en train de nous la rappeler. Faut-il y voir aussi une frontière? Pourquoi pas, dès lors que cette notion est arrachée aux institutions et à l'imaginaire de l'obstacle, de l'interdit, du refoulement, de la sélection des êtres humains en fonction de leur nationalité ou de leur race, de la fortification ou du piège, pour aller vers son autre signification, celle du voyage, de la rencontre, de la coopération, de la traduction. Comme frontière mouvante, ouverte aux aventures et au partage des ressources, la mer peut être un milieu de vie. Comme espace de disparition, de naufrage provoqué, de barrage contre l'espérance d'un refuge, elle devient l'une des faces affreuses de la mort en masse. Tel est aujourd'hui, à l'échelle du monde, le dilemme incontournable. Il y a quelques années, au moment du blocage de l'Aquarius par l'action conjuguée des gouvernements européens, notamment italiens et français, ce navire de secours en mer dont aujourd'hui les Mare Jonio et l'Aitamar ici représentés, si votre aussi ça l'a représenté, continue la mission, j'avais parlé publiquement de pratiques génocidaires. Exagération, m'a-t-on dit. Mais comment faut-il dénommer l'ensemble de politiques délibérées et militarisées qui aboutissent à organiser l'élimination d'une partie propre de l'humanité, celle que j'ai appelée l'humanité errante, ou la partie mobile de l'humanité? Les gouvernements européens, nos gouvernants dont nous sommes responsables, ne font pas que subir une situation hors de contrôle, ils organisent cette élimination meurtrière, dont l'autre face est constituée par les honteux camps de regroupement des Lesbos et d'ailleurs. Leur concurrence dans de lâcheté et la cruauté et en complicité, c'est une volonté qui ne s'avoue pas, mais qui se met en œuvre. Or, cette complicité, cette volonté, usurpant les noms de politique et de droit, ne règle strictement rien. Ni les questions de flux de population, ni les questions de droit international, ni les questions de gouvernance des communautés en Europe. Au contraire, année après année, elles produisent une autodestruction de l'Europe dont la dimension est morale aussi bien qu'administrative. Une communauté de nations et de citoyens n'existe jamais dans l'histoire sans un certain respect de soi-même, dont fait partie le traitement de l'étranger et du réfugié en ami. En effet, c'est de la citoyenneté qu'il doit être question ici. Personne ne croit, personne ne dit qu'il est facile d'entrer dans le monde des solidarités requises pour que l'humanité, aujourd'hui confrontée à des défis sans précédent en matière d'environnement, d'inégalité, de cohabitation entre les cultures, devienne capable de se gouverner et de se préserver elle-même de ces tendances nihilistes. Mais c'est à nous tous, citoyens de nos régions et de nos pays, citoyens européens, citoyens du monde, qu'il appartient d'amener nos États et nos concitoyens dans ce sens, en faisant la preuve qu'un autre usage de mer et des frontières est imaginable, qu'il est possible, qu'il est urgent.
C'est tout le sens des rassemblements fraternels, des insurrections pacifiques, des convergences internationales comme celle d'aujourd'hui, à laquelle je dis avec chaleur et conviction, salut et bonne chance. Bon là, je ne sais pas si donner la parole à Catherine, mais on va lui donner un moment pour Catherine demain qui, comme j'ai dit au début, a co-organisé cet événement et a eu l'idée de faire un événement sur l'eau. Ouais, voilà. Ouais, allez-y. Excusez-moi tous parce que j'ai des vertiges, donc c'est pour ça que j'arrive en retard et que je partirai plus tôt. J'ai 2 librairies qui sont sous le signe de l'eau. Une à Paris, qui est dans une île entourée de l'eau de la Seine, et une à Hendaye, qui, si vous la connaissez, si vous êtes rentré, vous voyez la mer et on peut direct partir vers les Amériques. Pour moi, en tant que libraire de voyage, l'eau, la mer, c'est une route qui part vers les empires maritimes qui n'existent plus et vers l'aventure, vers les voyages de toutes sortes, aussi bien commerciaux qu'aventureux. Et pour moi, l'eau n'est pas une frontière, au contraire, c'est une porte. Mais elle peut aussi être une prison et entourer les îles et empêcher les Iliens de partir et être ici, par exemple, une lisière très efficace pour ne pas aller de l'avant. Voilà. Et j'ai trouvé l'idée de Katharina de faire un événement là-dessus, parce que moi j'ai lancé l'eau, parce que pour moi l'eau est vitale, mais pour beaucoup de monde maintenant, et écologiquement c'est très important. Donc elle s'en est emparée et elle a fait une organisation formidable. Merci, Claude Miqueux, je suis endaillé depuis 25 ans. Je siège au Comité national de l'eau pour la France et pour l'Europe au réseau international des organismes de bassin. Nous nous voyons au moins une fois par an en faisant le tour de l'Europe sur ces sujets. Je remercie les 2 Catherine qui m'ont interpellé sur ce sujet. Je suis très intéressé, nous sommes très intéressés par la dimension citoyenne. C'est pour ça que j'ai accepté ce soir. Et en acceptant ce soir, je viens aussi vous faire des propositions, puisque la citoyenneté n'est pas très en forme aujourd'hui, aussi bien en France qu'en Europe. Alors, le Comité national de l'eau, il a 3 rôles. C'est un conseiller des gouvernements, c'est un lieu où nous examinons les textes lorsque le Parlement a adopté des textes. Nous voyons tout ce qui est réglementaire, et puis nous sommes les porte-parole des parlements locaux. Il y a 6 comités de bassin en métropole, il y en a 12 avec l'outre-mer, et nous sommes donc les parlementaires de l'eau auprès donc des différentes instances. Alors pourquoi suis-je intéressé par la dimension citoyenne? Parce que nous avons 3 échéances. La première, elle est passée. C'était les assises de l'eau. Ces assises de l'eau en France, alors ce que je vais dire après concerne aussi la délégation espagnole, puisque nous sommes en Europe. Les assises de l'eau, nous avons eu un grand débat en France autour de l'eau, qui est passé quand même assez inaperçu. Et la ministre Vargon, qui a changé d'affectation maintenant, a demandé au Comité national de l'eau d'assurer le suivi des assises de l'eau et des conclusions. Donc nous allons devoir régulièrement assurer le suivi de ces assises de l'eau. La deuxième chose, en Espagne comme en France, c'est l'adoption d'un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
et un débat public va être engagé au cours des prochaines semaines pendant 6 mois. Donc je viens vous dire, attention, cette citoyenneté va pouvoir s'exprimer, puisque pendant 6 mois, vous allez être sollicité pour vous exprimer sur le dossier de l'eau. Et puis la troisième interpellation, et elle est très préoccupante parce que la situation est très grave, sans dramatisation, c'est sur le plan d'adaptation au changement climatique. Chaque bassin a adopté un plan de bassin d'adaptation climatique. Et nous avons un PNAC, un plan national d'adaptation au changement climatique. Et il est sous surveillance citoyenne aussi, avec tous les dysfonctionnements que nous notons aujourd'hui. Alors, Catherine, moi je vous pose 2 questions pour le suivi. C'est de quelle eau parle-t-on et de quelles frontières parle-t-on? De quelle eau parle-t-on? Nous avons l'habitude dans notre jargon de dire le petit cycle de l'eau, pour faire simple, les tuyaux. Je vais y revenir. Et le grand cycle de l'eau, les océans, les bassins versants, les fleuves et les rivières. Si je vous demande de quelle eau parle-t-on, c'est que les frontières concernent tous les cycles. Un exemple pour le cycle de l'eau, depuis l'annexion par la Russie de la Crimée, faites très prudent sur les postures politiques, l'Ukraine a coupé le lien de l'eau potable, en clair les tuyaux, entre l'Ukraine et la Crimée. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur le petit cycle de l'eau, sur l'eau potable, les frontières existent, la preuve, elle est pour l'Ukraine et pour la Crimée dans un enjeu international relativement grave, avec les tensions que vous devez subodorer. S'il y a aussi une autre eau, on a entendu parler des océans, des fleuves et des rivières, et là, il y a à l'évidence des frontières qui sont soit transversales, soit longitudinales. C'est pour ça que Catherine, je dis, de quelle frontière parle-t-on? Exemple, en frontière transversale, le Mékong, entre le Laos et la Thaïlande, le fleuve et la frontière naturelle. Ce qui veut dire que de chaque côté du fleuve, les pays sont différents. Mais ces frontières sont aussi longitudinales et intranationales. N'allons pas très loin. Entre le Gers et les Hautes-Pyrénées, l'Adour est une frontière entre les 2 départements. Comment fait-on pour analyser ces choses-là? Sur ensuite les frontières longitudinales, sachez qu'aujourd'hui, le Nil et le Niger traversent 11 pays. L'Amazone, 9 pays. Il y a donc cette continuité hydraulique qui fait que nous devons aussi intégrer cette dimension-là. Vous avez parlé de l'océan et des différentes frontières, c'est une réalité. Alors, pour respecter les 5 minutes, Catherine, moi, je viens vers vous en vous disant, des rendez-vous immédiats en France et en Espagne pour une parole collective sur la place de l'eau dans sa gestion qualitative, il y a problème, quantitative, il y a problème, dans ses accès, il y a problème, soit elle manque, soit elle est violente. Dans les 2 cas, nous sommes au rendez-vous de la difficulté. Donc, derrière cette réalité, il y a pour nous et pour vous, pour continuer le travail, à définir, peut-être, si vous le souhaitez, avec M. Balimard, répondre à la question de quelle eau parle-t-on et de quelles frontières parle-t-on. Je plaide volontiers, ce sera ma conclusion, pour la continuité. Non frontière, oui à la continuité. Quelle est la signification de cette continuité quand on sait qu'aujourd'hui, les frontières, c'est la guerre? Vous avez sur un site qui a été réalisé par un collègue universitaire, l'état des lieux permanent des guerres de l'eau dans le monde. Ces guerres de l'eau sont issues de ces conflits de frontières. Donc voilà, offre de service, Catherine, à votre disposition pour essayer de donner une conceptualisation à cette notion eau et frontières. Merci beaucoup. Merci Michel. Et
question. Moi, j'ai pas, enfin oui, j'ai ma réponse, je n'ai pas de réponse en général par rapport à quelle... Ouais, bah oui, bien sûr. Et quelles frontières? Moi, je regarde aux frontières qu'on crée dans l'eau. Donc, ces phénomènes d'externalisation de frontières, faits par l'Europe notamment, qui, ouais, pour la plupart, ça s'agissait de vraiment créer des frontières dans l'eau, dans la Méditerranée, dans l'Atlantique, et là, plutôt, on crée des frontières à l'extérieur même des eaux, et peut-être à l'intérieur de l'Afrique, pas seulement l'Afrique. Et ça, c'est pour moi, mais par contre, je pense que pour chacun de nous, il y a une réponse différente, en fait. Est-ce que c'est, enfin, de quelle eau parle-t-on et de quelles frontières? Mais c'est hyper intéressant. Et pour la deuxième invitation, je suis ravie, j'en suis ravie. Je pense Catherine aussi. Je pense que celui-ci doit être vraiment le premier événement organisé aussi dans des conditions pas faciles au niveau de la météo, de Covid, enfin, de tout quoi. Ici, en plus, haute, c'est une saison importante. Et ouais, ça devrait être un lancement d'une série de rendez-vous en France, en Espagne bien sûr, mais un peu partout. Et surtout, il y a une urgence. Donc, il doit y avoir une continuité, pas seulement dans l'eau et les frontières, mais une continuité aussi dans nos actions et nos réflexions, comme Étienne le disait. Et avant de donner la parole à l'autre partie de la table, déjà, s'il y a des questions, des interventions, quelque chose qui vous a dérangé peut-être aussi. Et sinon, je vais dire un petit public statement qu'on a écrit avec Agora Europe avant de donner la parole à cette partie de la table, aussi parce qu'on va entendre le public statement de Sea-Watch, de Méditerranée et des occupants ici de Salvamento Marittimo Humanitario et Aida Mari. Et du coup, c'est important de lire ce petit public statement. Je vais le lire dans ces cas en français et en anglais aussi, au cas où les gens qui nous écoutent online ne comprennent pas le français. Donc, les initiatives méditerranéennes, Salvamento Marittimo Humanitario, Sea-Watch, engagées dans le sauvetage en mer des migrants, se joignent à Agora Europe et ses partenaires afin d'aborder la situation des personnes en exil à l'occasion d'un événement en Haye, aujourd'hui. Cet événement Escoloton Frontières est aussi une opportunité de souligner le départ des nouvelles missions de Mare Jonio le 29 août 2020 et de Sea-Watch 4. Après, on va parler de l'autre bateau qui est en ce moment en difficulté. Il s'agit enfin d'une occasion de rappeler que le bateau Aida Mari est toujours bloqué au port de Pasaï de Liban à raison des contraintes administratives imposées par le gouvernement italien. Voilà, en anglais. The initiatives Mediterranean Salvamento Marittimo Humanitarian Sea-Watch, Rescuing at Sea Migrants, joined their forces with Agora Europe and its partners to shed light on the situation of persons in exile in the occasion of Advent in Endai on August 29. This event, Escaloetum Frontier, is water at border, is also an opportunity to highlight the departure of the new missions of Mare Jonio, also on August 29th in Sea-Watch 4. It is also the occasion to remind that the boat Aida Mari is still blocked at Pasaï de Liban port because of administrative constraints imposed by the Italian government. Et c'est aussi une occasion pour parler, mais je pense que vous allez le faire, du bateau Louise Michel qui est en ce moment dans la Méditerranée, qui a demandé plusieurs fois de l'aide et qui héberge en ce moment 219 personnes, ça n'a pas changé. Ouais, ok, merci beaucoup. Presentación de Sea-Watch. Hoy, 29 de agosto, hay 201 personas en busca de puerto seguro a bordo del Sea-Watch 4, un buque fletado por United for Rescue, el último buque incorporado a la flota civil en el Mediterráneo. De más de 580 organizaciones civiles de todo el espectro político, basado en la iniciativa de la Iglesia Protestante. Apoyar de salvamentos civiles en el Mediterráneo mediante campañas de financiación y construcción de coaliciones. Más de 170 ciudades alemanas se han declarado sitios seguros como parte del movimiento Seafood. Ellas quieren acoger a las personas rescatadas y ofrecerles un hogar. Estas acciones concretas de la sociedad civil muestran a los políticos que no están en el camino de la solidaridad. No se puede continuar esperando un acuerdo de voluntades que no se ha materializado desde 2015. En su lugar, debe seguir la sociedad civil y liderarla como ejemplo.
Je vais lire en anglais aussi pour le public online, désolé. Okay. Does anyone want to read the English text? I would prefer that much more. No? Okay. The Sea-Watch statement. Today, as of 27th of August, there are 201 people in search of a safe harbor on board of the Sea-Watch 4, powered by United for Rescue, the latest ship to join the civil fleet in the Mediterranean. Although we have to remember also the Louise Michel, currently in the Mediterranean with 219 people. The ship, however, is the first one that has the backing of a broad coalition of more than 580 civil society organizations across the political spectrum in Germany. Based on the initiative of the Protestant Church of Germany, the coalition under the name United for Rescue was formed to strategically and sustainably support civilian sea and search and rescue in the Mediterranean by fundraising campaigns and its coalition building. More than 170 German cities have declared themselves safe places as part of the Seebrücke movement. They want to welcome rescued people and provide them with a home. These concrete actions by civil society show that politicians must not just stand in the way of solidarity. They can't wait for a coalition of the willing anymore, which has failed to materialize since 2015. Instead, they must follow civil society and lead by example. Donc, en français, la partie la plus importante, en effet, c'est qu'il y a 170 villes en Allemagne qui sont disponibles à accueillir des réfugiés qui sont sauvés dans l'eau de la Méditerranée. En nombre de Mediterránea, os leo su comunicado. Desde hace muchos años, el Mediterráneo es un campo de batalla. La migración está en el centro de este campo de batalla. La terquedad de hombres, mujeres y niños en movimiento, su práctica mundana y arriesgada de la libertad de movimiento, se han enfrentado a una política cambiante de control al menos desde finales de la década de 1990. La militarización y el humanitarismo se han entremezclado a menudo en esta política, que siempre ha estado impulsada por procesos de externalización del control fronterizo y por la participación de países de la costa sur del Mediterráneo en el régimen fronterizo europeo. Incluso en sus inflexiones humanitarias más pronunciadas, por ejemplo, durante la operación Mare Nostrum lanzada por la Marina italiana en octubre de 2013, la ilegalización y precarización del viaje de los inmigrantes, la naturaleza arriesgada y con demasiada frecuencia letal del cruce de fronteras en el mar nunca fueron realmente desafiadas. Mediterránea se lanzó en el verano del 2018 en una coyuntura caracterizada por un dramático endurecimiento del régimen de fronteras marítimas en Italia y en general en Europa. Decidimos ponernos en pie, organizarnos y lanzar un barco de rescate de migrantes para confrontar la política de Matteo Salvini de puertos cerrados. Los centros sociales y las organizaciones de la sociedad civil, las parroquias y los sindicatos participaron en el establecimiento de una plataforma para gestionar el barco y organizar campañas de financiación y apoyo. Desde el principio insistimos en que no nos entendíamos como una ONG tradicional, sino como una NGA, una acción no gubernamental. El activismo es, de hecho, una característica definitoria de Mediterránea, tanto en el mar como en tierra, donde somos parte del movimiento migrante y antirracista, mientras que en general participamos en luchas y campañas por la justicia social. Esto significa que si bien respetamos profundamente a los actores humanitarios y cooperamos con ellos, entendemos Mediterránea como una forma original de acción política más allá de las trampas y los límites del humanitarismo convencional. Huelga decir que esta forma original se basa en una práctica, la práctica del rescate en el mar que hemos implementado en las diversas misiones que perseguimos en estos 2 años y que apoyamos tanto con medios políticos como legales. Definitivamente intervenimos en situaciones de emergencia donde hombres, mujeres, niños y niñas se encuentran en condiciones potencialmente mortales. Pero no consideramos a los migrantes y refugiados como meras víctimas. Preferimos mirarlos como protagonistas de una lucha por la libertad, por elemental y arriesgada que sea, que tenemos que apoyar y desarrollar políticamente dentro de una perspectiva más amplia de transformación política. Esta es una actitud que ha caracterizado cada vez más el debate y la práctica de varios actores involucrados en el rescate de migrantes en el Mediterráneo. Y estamos orgullosos de ser parte de una flota civil en expansión activa en el mar y en tierra.
Quisiéramos cerrar esta declaración destacando que hoy en día la situación en el Mediterráneo ha cambiado una vez más. Lo que está sucediendo en estas horas, con las autoridades europeas abandonando el Louis Michel en estado de emergencia, demuestra definitivamente las implicaciones criminales del régimen fronterizo europeo y la urgente necesidad de los actores de la sociedad civil en el Mediterráneo. Nuestro barco, el Mare Jonio, salió del puerto de Augusta este mediodía y navega hacia el Louis Michel para brindar ayuda y asistencia. Continuaremos luchando contra los retrocesos ilegales realizados por los llamados guardacostas libios. Continuaremos interviniendo para rescatar a personas en peligro. Continuaremos consolidando la cooperación dentro de la flota civil. Pero tenemos que ser conscientes de que ya no nos enfrentamos a Matteo Salvini y sus puertos cerrados, y su política de puertos cerrados, perdón. Para decirlo rápidamente, el actual régimen fronterizo del Mediterráneo no está gestionado por los populistas. Está gestionado en su formación cambiante por el mismo centro de la Unión Europea. Esto significa que hay mucho más en juego en el Mediterráneo, que estamos luchando a lo largo y contra las fronteras europeas en una situación en la que, debido a las consecuencias de la pandemia del COVID-19, la Unión Europea intenta relanzar y recalificar el proceso de integración. La dirección y la calidad de la integración europea estarán en el centro de las luchas sociales y políticas durante los próximos meses. Nuestro activismo en el mar será parte de tales luchas, en un intento de abrir nuevos espacios de libertad e igualdad, lo que también significa establecer nuevas condiciones materiales para una relación diferente de Europa con sus múltiples exteriores, en el Gran Medio Oriente y más allá. Una vez más, las luchas y prácticas diarias de los migrantes son para nosotros una fuente fundamental de inspiración en este sentido. Ça, c'était un texte écrit par Sandro Mezzada de l'Université de Bologne, au nom aussi, bien sûr, de Méditerranée, qui vient justement de partir aujourd'hui. On peut essayer ensuite d'appeler l'un des personnes qui sont en ce moment au bord de Mare Jonio et voir si ça marche ou pas. Comme c'est assez long, je l'ai mis sur la page Facebook d'Agora Europe et je vais juste lire la conclusion en anglais. We would like to close the statement by stressing that nowadays the situation in the Mediterranean has shifted once again. What is happening in these hours with European authorities abandoning the Louis Michel in a state of emergency definitely demonstrates the criminal implications of the European border regime and the urgent need of civil society's actors in the Mediterranean. Our ship, the Mare Jonio, left the port of Augusta at noon and is sailing toward the Louis Michel to provide help and assistance. Donc, pour le français, le bateau Mare Jonio Méditerranea a quitté le port d'Augusta à midi aujourd'hui pour aller au secours de Louis Michel dans la Méditerranée. We will continue to fight against the illegal pushbacks performed by the so-called Libyan Coast Guard. We will continue to intervene to rescue people in distress. We will continue to consolidate cooperation within the civil fleet. But we have to be aware of the fact that we are not anymore confronting Matteo Salvini and his politics with closed ports. Quickly, the current regime is managed in secret information by the very center of the European Union. This means that the stakes are even higher in the Mediterranean, that we are struggling along and against European borders in a situation in which, due to the consequences of the COVID-19 pandemic, the EU is attempting to relaunch and requalify the process of integration. Direction and quality of European integration will be at the center of social and political struggles over the next months. Our activism at sea will be part of such struggles in an attempt to open up new spaces of freedom and equality, which also means to establish new material conditions for a different relationship of Europe with its multiple sides in the Great Middle East and beyond. Once again, daily struggles and practices of migrants are for us a fundamental source of inspiration in this respect. Merci. Et les CNSM, j'aurais pas le faire ça, désolé. Je change. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, Michel Lafitte, je suis retraité et je suis aussi patron donc, de l'embarcation de sauvetage d'Andaille qui appartient à la SNSM donc, depuis mai 1996. Donc, je viens d'entendre les collègues de
espagnols, les Basques, qui ont parlé donc des problèmes de Méditerranée. Nous ne sommes pas du tout confrontés à ce problème-là ici, bien sûr. En Atlantique, en Manche, ils commencent à l'être sérieusement. Mais nous, en Atlantique, dans le golfe de Gascogne, nous n'avons pas ce type de problème. J'ai connu ce problème il y a 20 ans, exactement, sur un cargo qui était au mouillage en baie de Passares, où des Africains avaient sauté du bateau et on avait été déclenché par le CROSS pour aller les chercher. Voilà. C'était à peu près une vingtaine d'années. Tout ça pour dire qu'en matière de sauvetage, il n'y a pas de frontières. Voilà. C'est la convention de Hambourg, la convention de l'OMI, de l'Organisation maritime internationale. Il n'y a pas de frontières en matière de sauvetage. Donc on prévient, donc on passe par les autorités, le CROSS en France et le Salvamento Marítimo en Espagne. Voilà. Et c'est eux qui s'arrangent entre Madrid et tel. Voilà. Mais nous, on intervient en suivant. Donc on n'a pas de frontières du tout. Voilà. Pour dire de plus, j'ai connu, puisque je suis aussi ancien marin-pêcheur, donc j'ai connu la guerre sur l'eau, j'ai connu la guerre du merlu, la guerre de l'anchois, tout ça pour des zones de pêche, pas très loin d'ici, à quelques heures de route. Voilà. Et puisque les zones frontières sont bien délimitées sur les cartes maritimes, les zones frontières sont délimitées. Elles sont bien pointées, et donc il faut les respecter. Qui contrôle qui? Voilà. Donc, on a connu de très graves moments, de très fortes tensions à ce sujet-là. Donc voilà. Donc moi je fais partie de cette frange de navigants qui échappe un petit peu à ces carcans, c'est-à-dire à savoir pas de frontières pour nous sur nous. Voilà. Bien, en nombre de Salvamento Marítimo Humanitario, quiero agradecer a la Asociación Agora Europa la creación de este espacio la proyección hacia el futuro de lo que queremos que sea Europa, al Club Marítimo de Hendaya por ceder este espacio, a los compañeros y compañeras que trabajan en distintas iniciativas en favor de las personas desplazadas y en movimiento, y en general a todos los presentes que se interesan por conocer un poco mejor la realidad de estas personas. Se me hace difícil imaginar un viaje en el tiempo hacia el futuro y tratar de explicar las actitudes de las instituciones europeas de hoy a un niño o a una niña dentro de 40 o 50 años. De alguna manera, trato de imaginarme un ciudadano de la Alemania del Holocausto tratando de justificar lo que pasó ante los ojos de miles de ciudadanos que no respondieron a aquella vergüenza. No encuentro la manera de hacerlo. Pero lo que me produce verdaderos escalofríos es imaginarme que nadie pida cuentas dentro de 40 o 50 años de lo que le está pasando en las fronteras europeas. Y no porque nadie lo sepa, sino porque se entiende qué es lo correcto y qué es lo que se debía de hacer. El peligro real que corremos, lo que verdaderamente nos estamos jugando hoy en Europa, y lo que debe preocupar es la normalización de la violencia institucional con un consentimiento pasivo de los ciudadanos contra las personas racializadas y pobres. La asunción por parte de la sociedad civil del mensaje repetido de mil maneras que la vieja Europa es intocable, que sus valores y tradiciones son las únicas válidas y buenas. La visión de un mundo desde un prisma eurocentrista es una aberración histórica y conceptual donde anida el racismo y las bases del Holocausto. Siento decir que entre la visión de una Alemania pura y aria y una Europa blanca y occidental solo hay una diferencia de 80 años, pero conceptualmente hay poca diferencia. La Europa sin fronteras, que nace como multiculturalidad europea y acepta como válida su multiculturalidad europea,
Si ha de dar cabidas a otras culturas y no se entiende como europeas, ya no es válida. Si las fronteras dentro de Europa se entienden como un freno al desarrollo y al crecimiento europeo, ¿cómo es posible que los fondos al desarrollo que se envían a África se apliquen para construir fronteras donde nunca antes las hubo? Todo se hace en nombre del paneuropeo, del paneuropeísmo y de la seguridad y prosperidad de Europa. En nuestro continente hinchamos pecho diciendo que somos cuna de valores de la Revolución Francesa, de René Cassin, de los padres de la Declaración de los Derechos Humanos. Pero solo son valores que se aplican a los nacidos a partir de cierta latitud geográfica. Para el resto, que es la mayoría de la humanidad, no se aplican los mismos principios y valores. Y es donde debemos plantarlos. No podemos ceder y dejar que triunfe el discurso del miedo que justifique cualquier acción. No todo vale en nombre de la seguridad de nuestros hogares. Hoy la amenaza somos nosotros mismos, nuestra pasividad, nuestra conformidad con el modelo donde vivimos. Nos debemos preguntar por qué no hay más personas de otras razas y orígenes en nuestro entorno y por qué hay tantos en los arrabales de nuestras ciudades. Nosotros, la Flota Civil de Rescate, vemos lo que pasa en las fronteras europeas. Es el horror, es un horror, es el espanto. Botes abandonados a la deriva durante días, personas que prefieren morir ahogadas antes de ser devueltas a lugares en guerra como Libia. Pero todo el mundo ve lo que pasa dentro de las fronteras interiores y nadie se plantea que es igualmente aberrante. Lo que pasa en las fronteras marítimas europeas es el reflejo de lo que consentimos en nuestra sociedad. Oui, bon, alors voilà. Donc en tant que présidente du club, je suis également monitrice de voile. Donc c'est vrai que pour moi la voile c'est le voyage, c'est le rêve, c'est partir, c'est la liberté. D'ailleurs j'ai vécu sur mon bateau plusieurs années. Et donc l'eau, l'océan, pour moi ça n'a jamais été une frontière. Mais effectivement, il y a des cas graves, il y a des situations compliquées, il y a des situations géographiques qui font que parfois c'est dur. Et on perd un peu le sens de l'humanité. Et là, ce que je voudrais surtout exprimer, c'est mon point de vue en tant qu'ostéopathe, puisque voilà, l'eau dans mon métier a une forme très importante. Le docteur Emamoto a montré que les pensées, les mots, les émotions, la musique transmettent leur énergie par leurs vibrations. Les vibrations sont enregistrées par l'eau. L'eau a une mémoire. Et la mémoire de l'eau, bien sûr, est dans le corps humain, dans notre environnement. Dans le cadre de mes soins ostéopathiques, l'eau est une source d'information très importante, puisque notre corps est composé à plus de 65% d'eau. Donc voilà, c'est l'élément avec lequel je travaille beaucoup. L'eau circule, elle s'infiltre, parfois elle stagne, et de la même façon qu'elle le fait sous ses différentes formes, en dehors de notre corps, dans notre univers environnant. Donc à ce titre, il n'y a pas de limite. L'eau, elle est dehors, dedans, elle est partout. Il n'y a pas de limite, c'est donc tout sauf une frontière. L'eau, c'est vraiment une connexion universelle. Et voilà, on est en permanence influencé par notre environnement et la qualité de l'eau prend toute son importance puisqu'elle est signe de bonne santé, elle est gage de notre avenir et c'est pourquoi il faut en prendre soin, il faut la protéger, il faut la respecter, il faut la comprendre, la connaître et voilà, je suis très très liée à cet environnement marin et à cet élément, l'eau. Et je suis très heureuse et touchée que cet événement se fasse ici au CMHT. Et d'ailleurs, j'aimerais pour l'avenir avoir des projets sur l'eau et faire un centre ici d'observation, de protection et voilà, de sensibilisation pour les enfants à l'environnement marin, qu'on fasse du prélèvement de plancton, qu'on découvre la constitution de l'eau de mer, la vie qu'elle génère et puis aussi la toxicité qu'elle subit. Et que les futures générations soient vraiment au mieux informées, qu'elles prennent la relève,
on fasse vraiment de l'eau un élément vivant et respecté. Merci beaucoup et voilà, bonne soirée. Merci Frédéric. Et ouais, j'espère que ça devient le CMHT un endroit où sensibiliser les enfants surtout, mais parler de l'eau et va regarder un peu notre environnement et voir ce qui se passe vraiment. Et bon, on va essayer de faire... Ça, c'est bon? Ouais, ok. On va essayer de prendre contact avec Méditerranéen, qui en ce moment est dans la Méditerranée. Il voyage de Augusta, du port d'Augusta, vers Louise Michel. Ce sera un contact par téléphone, bien sûr, avec Giuseppe Caccia. Ouais, mais on n'a pas de... Yeah. Oh, great. So this is live, c'est live, et on va lui demander de mettre les photos qu'il peut nous donner sur la page Facebook d'Agora Europe. C'est sur Facebook Agora Europe. Agora Europe. Bon, on va essayer de trouver une solution pour ce problème technique dans 2 secondes. Et en même temps, on vous demande déjà de... Ouais? Ok. Voilà. Ciao Beppe. Ok. Puoi parlare spagnolo, francese o inglese? Prova in castigliano e inglese. Due. English maybe, and then the most important part you try to translate it in castellano too. Okay, I can speak in English and I translate in castellano, okay. Nice. Ok. Donc, l'introduction en français, c'est on parle avec Giuseppe Caccia sur Méditerranéen. Where are you exactly right now? Can you tell us a little more about the mission that just started today? Yes, good evening to everybody. I'm head of mission on board of the rescue ship Mare Ionio that is managed by the Italian Civil Society platform out of the port of Augusta in the eastern coast of
condizione tra poco. Vi posso chiedere, first, if you can share the pictures on our Agora Europe Facebook page that everyone can see them, the pictures we were mentioning and if you have, because here we don't have a video projector, so we're unable to share them. And also more people, we are online, we have a Facebook online going on, so more people will be able to see them there. And what are the weather conditions? That's my first question. Second question is how much time do you think you will be able to approach the Sea-Watch and the Louis Michel? It's clear that if you look at the weather forecast in next days, it's clear that since tomorrow afternoon, the weather conditions in Central Mediterranean are easily worsening. So we need a definitive, safe solution for the shipwrecked people on board of Sea-Watch 4 and Louis Michel by tomorrow in the afternoon, because Monday and Tuesday the situation at sea will be very, very, very bad, and people need to disembark safely in the European port as soon as possible. Okay, thanks so much for this appeal towards Agora Europe. Thanks for this appeal too, and we hope that there's nothing online to be done by the end of tomorrow. Thanks so much. Yeah. Okay, a big hug to all friends in Italia, and a special big hug to Ivo and all the friends of Salvamento Marittimo Umanitario and from the Aita Mari ships. We know that you all are with us at sea in this moment. Thank you, Pepe. Thank you very much. Erwin. Ciao, thank you for being there for all of us. Bye. Ciao. Ok, bon. Ça c'était difficile à faire, on a ici et eux ils sont pas dans des conditions faciles. Bon, avec ça, on peut ouvrir la discussion, le débat, on a une vingtaine de minutes j'imagine, et surtout on est quand même tous bloqués ici, parce que je pense que personne ne doit aller à l'extérieur de ce moment. Du coup, je demande aussi à vous tous de partager vos pensées ensemble, peut-être, répondre aux questions de Michel. La cible de ces interventions, par contre la dernière, personnellement, très importante. Je fais de l'anglais, mais malheureusement, voilà, j'ai souhaité dire tout ce que je suis en anglais. Il a raconté un peu en français qui était fait à Joli. Voilà, parce que je pense que peut-être que je suis pas d'accord sur le même cas, mais moi, voilà. Est-ce que quelqu'un préfère le faire? J'ai l'impression que c'est toujours ma voix. Quelqu'un qui veut raconter l'expérience du Méditerranéen en français? Non? Ok. Alors, ce qui vient de se passer, c'est qu'on était en contact avec Giuseppe Caccia du bateau méditerranéen qui vient de partir du port d'Augusta en Sicile. Normalement, ils auraient pu commencer la nouvelle mission dans 2 jours, mais ils ont voulu répondre à l'appel au secours du bateau Michel-Louise. Donc Louis Michel est dans l'eau de la Méditerranée avec 219 personnes qui ont été secours parmi les derniers jours. Ils ont lancé plusieurs appels pour avoir du secours. Ils n'ont pas obtenu de réponse. Les conditions de la météo, ils disaient, vont demain devenir beaucoup pire. Et maintenant, Sea-Watch 4, donc Sea-Watch 4, vous avez entendu, c'est un autre bateau qui a été financé
par l'Église protestante en Allemagne, qui fait partie depuis quelques semaines, et qui est déjà arrivé au secours des bateaux. Et quand même, l'idée serait qu'il y aura un sauvetage de ces deux bateaux et de tous les gens qui sont dans les deux bateaux, donc 219 pour la Louise Michel et combien 200 environ pour Sea-Watch. Donc on parle de plus de 400 personnes au total, avec un équipage de 10 personnes pour Louise Michel et Sea-Watch, je ne sais pas, mais bon, plus ou moins le nombre c'est ça. Voilà, qui sont en ce moment dans la Méditerranée sans aucun secours. Du coup, voilà, ce qu'on a essayé de faire, c'était de donner la parole à quelqu'un qui est en ce moment en train d'aller prêter de l'aide dans cette situation difficile, et qui notamment parlait aussi du manque de réponse au niveau européen et au niveau des pays qui sont responsables des eaux et des frontières des eaux dans ces territoires, dont Malta, surtout Malte, on dit en français ? Ouais, et l'Italie. Voilà. Désolée de ne pas l'avoir fait avant, en fait. Je trouve très pertinent la question qui s'est posée ici creo que es la cuestión entiendo yo que aquí estamos pues, muy abiertas a las posibilidades de abordar esta temática. El agua tiene relación con cantidad de aspectos de todo, digamos, con la vida en general. La gestión, pero creo que es importante que pensemos de alguna manera la segunda parte de la convocatoria sí puede al menos lo que hace nuestra participación en este tipo de eventos, de los derechos humanos de aquellas personas que su relación con el agua y con el mar está siendo una relación mortífera, pero no por causas naturales, sino por motivos políticos. Y es esa, digamos, la finalidad de esta intervención, entiendo que de otras entidades también, desde luego la de SOS Racismo, es defender esos derechos humanos que son violados. Porque estas fronteras no son fronteras naturales. Claro que hay soberanía de los estados. Claro que hay unas zonas delimitadas para las cuotas de pesca. Pero hay unos derechos básicos que están por encima de ellos. Y incluso el derecho del mar no es respetado por los estados europeos actuales. Y hay una defensa